Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France. Aujourd'hui, nous avons la chance et le privilège de travailler avec Youssef Indy sur ces pistes de réflexion pour les municipales 2020. Citoyen Youssef Indy, bonjour. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Alors, c'est le résumé en fait d'une journée de travail. Il y a des collègues constituants dans tous les coins. Alors, nous allons parler de la thématique donc des municipales, de la situation actuelle en France, des enjeux en deuxième partie des municipales et des pièges à éviter, et puis en troisième partie, stratégie à élaborer pour ces municipales et le temps d'après. Je démarre. Eh ben, vas-y. Bon, alors, Situation actuelle de la France. on commence par la situation actuelle de la France et plus précisément du macronisme. Où en est le macronisme? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des sondages récents qui ont été, faits par Counter One Point et d'autres, et on va les commenter compte tenu de l'évolution politique et de la sociologie française. Et tout cela, on le remettra en perspective en conclusion et pendant le développement. Alors, où en est le macronisme aujourd'hui? Je vais vous rapporter des chiffres, il faut être précis, puis on va les commenter ensemble, si tu veux bien. Un sondage donc, réalisé par Counter One Point pour France Info est publié le 3 septembre 2019. Alors, c'est un sondage qui a été réalisé du 27 au 29 août dernier sur Internet, donc c'est très récent. Alors, ce sondage révèle que seulement un quart des Français, 25%, jugent le bilan d'Emmanuel Macron positif. Et le sondage précise que même si le résultat est moins mauvais qu'il y a un an pour le président de la République, les opinions favorables ayant progressé de 6 points, 51% des personnes interrogées estiment que son bilan n'est pas bon. Si l'opinion s'améliore, c'est surtout chez les électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour de la présidentielle. 65% d'entre eux estiment que le bilan de son action est positif. Les sympathisants de la droite et du centre, eux, sont désormais 1 sur 3, 33%, à porter un regard bienveillant sur les 2 premières années au pouvoir d'Emmanuel Macron, en progression de 21 points par rapport à l'an dernier. Donc il y a en fait une fortification autour d'Emmanuel Macron de la bourgeoisie de gauche et de droite. Donc son électorat et une partie de l'électorat de la droite et du centre droit qui certainement en fait a réagi positivement à la gestion brutale d'Emmanuel Macron du pouvoir en place vis-à-vis des Gilets jaunes. C'est ce racisme de classe qu'on retrouve en France, saleté de pauvres finalement, et puis c'est bien fait pour eux, enfin, grosso modo c'est ça? Oui, c'est la bourgeoisie des grandes villes, donc 20 à 25% de la population française, accrochée à 1% de l'oligarchie qui, comme l'explique Christophe Guilluy, fait sécession avec le reste de la population et qui voit en fait cette France périphérique qui s'est soulevée avec le mouvement des Gilets jaunes comme un danger. Alors il faut protéger les grandes villes, les centres-villes de cette déferlante populiste. Donc on a un bloc bourgeoisie de droite, bourgeoisie de gauche, avec ses propres contradictions à voter Macron. On pense à la bourgeoisie de gauche mélenchoniste, qui va finir par voter pour l'employé des banques, ou la bourgeoisie de droite, qui va finir par voter pour un libéral libertaire, qui au niveau des mœurs est bien... qui est pro-LGBT, hein, Emmanuel Macron pro-LGBT. Et si vous voyez par exemple l'électorat de la Manif pour tous, au deuxième tour des élections, a voté par exemple à Versailles. À Versailles, 78% a voté pour Macron. Donc il y a une double contradiction. La droite, les libéraux conservateurs, parce que libéralisme et conservatisme, il y a une contradiction en soi, hein, c'est un antinomisme. Cette bourgeoisie conservatrice libérale qui s'est opposée au mariage pour tous et à l'homoparentalité, vote au second tour pour le candidat pro-LGBT. Et cette gauche mélenchonienne qui verbalement s'attaque à la finance internationale vote pour ce même candidat qui
qui est issu de la banque Rothschild. Pour faire barrage au fascisme. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, bien sûr. Et là, d'où l'utilité du Front National, nouvellement appelé RN. Alors là, c'est un bloc bourgeoisie plus oligarchie, 20-25% de la population. Et en face, les gilets jaunes, nous sommes combien? En fait, ce qui est important, c'est pas les gilets jaunes, c'est ce que représentent sociologiquement les gilets jaunes. C'est la France périphérique, c'est 60% de la population. C'est la majorité de la population française qui vit dans les petites villes, en province et dans les campagnes. Je termine avec ce sondage. Donc, de leur côté, 65% des électeurs de la gauche jugent le bilan d'Emmanuel Macron négatif, sentiment partagé par 83% des électeurs du Rassemblement national. Donc vous avez quand même une partie de l'électorat de gauche et du Rassemblement national, certainement qui doit se recouper avec cette France périphérique, qui est évidemment mécontente de la politique d'Emmanuel Macron. Alors, le directeur général de Kantar Public, Emmanuel Rivière, analyse le détail du sondage quant aux attentes des Français et relève que, je cite Emmanuel Rivière, « Ce qui est frappant dans cette rentrée, c'est que la préoccupation pour le pouvoir d'achat, un peu à l'origine de la colère exprimée par les Gilets jaunes, reste la priorité de près de 60% des Français. » Et 60% des Français, ça correspond à la France périphérique. Vous voyez, là encore une fois, ça se recoupe. Concernant les actions et les projets du gouvernement, la réforme des retraites est rejetée par quasiment un sondé sur deux, 48%. Il faut savoir que ce qui a fait gagner Emmanuel Macron, en définitive, ce sont les fonctionnaires et les retraités. Les fonctionnaires constituent 20% de la population et les retraités 24% de la population. C'est eux qui ont fait basculer la France dans le non à la Constitution européenne en 2005 et c'est eux qui ont permis la restabilisation du système. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la politique du gouvernement Macron depuis 2017 vise ces deux catégories, les retraités et les fonctionnaires. Par conséquent, Macron est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Alors, ceci prépare, selon moi, une opposition radicale à venir, plus dure encore, entre, d'une part, l'oligarchie, comme je vous l'ai dit, et la bourgeoisie, qui font corps, la bourgeoisie de grande ville, 20-25% de la population, et de l'autre, la majorité des Français. Parce que Emmanuel Macron est structurellement opposé aux intérêts de la majorité des Français. C'est évident, on le voit avec sa politique. Et en définitive, la police protège cette bourgeoisie, ces grandes villes, et est devenue de facto une sorte de milice privée, on voit avec les primes de 300 €, une milice privée chargée de protéger à la fois la République et les plus riches. Et en fait, les Français sont en train de se rendre compte que la police n'est pas là pour les protéger eux, mais pour protéger le régime, à savoir la République. C'est ce qui explique d'ailleurs, il y a eu plusieurs exemples, que quelqu'un comme Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, appelait dans les débuts du mouvement Gilets jaunes, le 7 janvier 2019, à la suite de l'acte 8, les policiers à se servir de leurs armes contre les manifestants et également à une intervention de l'armée. Petite parenthèse, du coup, la force réelle du peuple, ce serait le militarisme en fait? Le corps militaire? Voilà, on va y venir. Ah, voilà. Pourquoi? Un peu trop tôt pour en parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'article 16 et 36 de la Constitution... Avant cela. D'accord. Je vais y venir. D'ailleurs, je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Le 30 juin 2011, le pouvoir exécutif avait passé un décret autorisant les représentants de l'État, les fonctionnaires et les militaires à tirer à balles réelles sur la population pour le maintien de l'ordre public. Je vais vous donner la référence, c'est le décret numéro 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public. Donc vous pouvez voir le détail sur www.legifrance.gouv.fr. Voilà. Pour ce qui est effectivement de l'armée, l'exécutif avait, fin 2015, entamé une modification des articles 16 et 36 de la Constitution
L'article 36 notamment prévoit un transfert du pouvoir à l'armée en cas de guerre civile ou de déstabilisation du pouvoir. L'Assemblée avait voté favorablement à cette modification de ces deux articles, mais en mars 2016, François Hollande avait abandonné cette modification de ces deux articles de la Constitution sans donner de raison. Et je pense qu'il y a dû avoir des pressions de la grande muette qui a dû voir là une volonté de l'exécutif. Voilà, donc on a un exécutif qui craindrait l'armée en fait. Oui, l'armée, ça serait l'arbitre final. Oui, l'armée est une institution qui fait peur au régime républicain pour des raisons historiques que l'on connaît et qui s'appuie essentiellement sur la police qui a été d'une façon en fait privatisée. En fait, c'est l'argent de vos impôts qui est utilisé pour privatiser une police qui va vous taper dessus. Et militarisée, cette police a été militarisée. Oui, d'une certaine façon. Alors, pour ce qui est de l'armée, alors le pouvoir hésite beaucoup à utiliser l'armée parce qu'ils savent que ça peut le pouvoir exécutif sait que ça peut se retourner, parce que l'esprit militaire français diffère très largement de la police. Donc la police, elle est là pour protéger la République, en gros, et l'armée, elle est là pour protéger le peuple. Oui. Donc c'est pour ça que ça leur fait peur. Non Oui, en résumé, c'est ça. D'où l'état d'urgence. D'où l'état d'urgence. Alors en fait, justement, la modification des articles 36 et 16 avait pour objectif de prolonger l'état d'urgence de façon indéfinie, parce qu'au-delà d'une certaine limite, là, on n'est plus en état d'urgence, on est en état de siège et déstabilisation du pouvoir, et c'est là que l'armée peut entrer en scène. Donc, en tout cas, à ce jour, ces deux articles n'ont pas été modifiés. Donc, s'il y a une guerre civile ou une déstabilisation du pouvoir, l'armée pourra entrer en scène. Alors, on continue justement pour ce qui est concernant cette thématique de la violence. Le politologue Jérôme Fourquet, qui est maintenant connu pour avoir écrit le livre L'archipel français et qui est directeur de l'Institut de sondage IFOP, a expliqué lors d'une interview récente accordée au journal Le Parisien le 18 août 2019, a expliqué que la crise des Gilets jaunes n'était pas terminée. Alors je vais le citer, c'est intéressant ce qu'il dit, on va commenter. Parle fort, Youssef. Oui, on va. Il y en a qui sont sourds derrière. Oui, alors on va commenter les propos tenus par Jérôme Fourquet en août dernier, 2019. Il affirme « Il y a un reflux très net de cette crise, mais elle n'est pas complètement résolue. Le mouvement a remué le pays dans ses profondeurs. Plusieurs mois après, il a encore un écho, avec un noyau dur de gens beaucoup moins nombreux, mais qui continuent de s'accrocher, quitte à passer à des modes d'action plus virulents et à se chercher des motivations nouvelles. L'incendie est maîtrisé, mais les braises sont toujours là. C'est un peu comme un feu de tourbe. Hein. Vous croyez que le feu est éteint, mais lorsqu'il ressurgit, il ressurgit de façon très violente et inattendue. Nous sommes face à une situation hautement instable, dit-il. C'est le propre de ces périodes. Une étincelle peut mettre le feu aux poudres. Ça ne sera pas forcément où on l'attend. Cela peut très bien ne pas arriver, mais nous sommes bien dans un contexte de tension accumulée. Et pour l'instant, elle ne s'évacue pas, cette tension. La société est assez fragmentée, éclatée. Les sujets potentiellement irritants sont différents en fonction des secteurs. La réforme des retraites peut être un sujet plus fédérateur. Et puis, l'idée s'est installée qu'il faut parfois un certain degré de violence ou de conflictualité pour obtenir gain de cause. Les gens se disent « il a fallu que l'on casse pour avoir 12 milliards d'euros ». Cela restera l'un des enseignements de la crise des Gilets jaunes. La violence n'est plus disqualifiée d'emblée. Pour une partie de la population, cela fait partie des modes d'action recevables. D'autant qu'une chose lie les différentes îles de cet archipel français, la très forte défiance vis-à-vis du sommet. Donc là, pour résumer, un noyau dur de gilets jaunes, avec le temps, malgré tout. Un glissement des revendications, on était passé, j'allais dire, de l'écume des choses, le frigo vide, le 10 ou le 15 du mois. Les taxes sur le carburant. Voilà, à quelque chose, une remise en cause du mode de fonctionnement, de la dette, de la constitution écrite par ceux qui devraient la craindre, nos politiques,
les puissants qui gèrent l'économie, la création monétaire aux mains des banques commerciales. Tout ça est venu sur la table avec le RIC, bien sûr, comme moyen de contrôle du peuple. Une accumulation des tensions. Il n'y a rien qui a été enlevé. On a juste accumulé des tensions. On a 1 millier de camarades qui sont en prison. On a des milliers d'amendes, de procès-verbaux, etc., de judiciarisation en fait, du combat. Et puis tous ceux qui ont été amochés, blessés, et puis les morts, avec derrière des orphelins. Et donc il y a une défiance par rapport au sommet, ça c'est sûr. Ça se voit par rapport aux permanences de la REM, etc. Enfin voilà, ils sont complètement discrédités. Et puis on sait qu'on n'obtiendra rien avec des sourires. Enfin, il faut mettre la pression. Par rapport aux syndicats, par exemple, les Gilets jaunes ont obtenu bien plus que les syndicats sur les dernières années. Rien que parce que, voilà, nous on fait le boulot et eux sont les sociotraîtres. Ils font pas le boulot. La preuve, c'est qu'on est dans la rue. C'est qu'on est en insurrection. S'ils faisaient convenablement leur boulot, s'ils avaient fait convenablement. Effectivement, en fait, tout ça est remonté à la surface. C'est pas quelque chose qui est apparu par magie. Toutes ces revendications correspondent à des frustrations qui se sont accumulées durant des décennies et c'est simplement remonté à la surface. Alors, il est vrai que la société française est fragmentée sur le plan ethnique, confessionnel, sur le plan aussi culturel, mais il y a un dénominateur commun à cette France périphérique, ce sont les revendications d'ordre social et économique. Et aucune organisation politique ne peut advenir sans définition du dénominateur commun et de l'ennemi commun. Et pour reprendre le concept de Carl Schmitt, un peuple ou une entité politique ou un groupe qui se définit comme tel est toujours défini en opposition à un autre groupe. À l'oligarchie, à sa prédation. Et là aujourd'hui, l'ennemi pointé du doigt, c'est pas les 25% de la population française, pas la bourgeoisie, c'est les 1%. Mais de fait, cette bourgeoisie, 20 à 25% de la population, est accrochée à ce wagon des 1% de l'oligarchie. Maintenant, cette opposition va être de plus en plus radicale et ça peut mener soit d'un côté à une guerre civile, soit à une sécession si il n'y a pas de débouché politique à cette crise. Il n'y a pas 36 solutions de ce point de vue-là. Et ça nous amène donc à la deuxième partie, enjeu des municipales et pièges à éviter, dont le piège de la sécession. Ouais. Alors sur la sécession, alors bon, il n'en parlait pas en ces termes, hein, mais le politologue Guy Hermé, auteur d'un livre qui s'intitulait L'hiver de la démocratie ou le nouveau régime, paru en 2007, pointait du doigt une nouvelle stratégie des dirigeants politiques, à savoir laisser la gestion locale en partie aux représentants autoproclamés de la société civile, pour, d'autre part, garder en main la gouvernance nationale, régionale ou globalisée sur des questions essentielles. Et récemment, il a été interviewé le 17 juin 2019, donc 12 ans après la sortie de son livre, pour faire analyser la situation, notamment à la suite de cette crise des Gilets jaunes, et il écrivait ce qui suit. Je cite, concernant la sécession dont il est question. Le principe de la démocratie participative, c'est que participe qui veut. En théorie, il devrait y avoir de grandes assemblées comme cela existe en Suisse dans le canton d'Appenzell, qui compte environ 10 000 électeurs. Une fois par an, ils se réunissent et votent sur de nombreux sujets. À grande échelle, c'est plus difficilement praticable. Une autre expérience de démocratie participative a été mise en place à Porto Alegre, une ville de 2 millions d'habitants à l'extrême sud du Brésil. Lula et les autres élus du Parti des travailleurs y ont instauré le budget participatif. Tous les mois, ceux qui le souhaitaient avaient le droit de voter certaines dépenses. Cela a suscité un très grand enthousiasme.
le système marchait très bien les 3 ou 4 premiers mois, puis la participation s'est mise à chuter. Finalement, seulement 2% du corps électoral fréquentait encore ces séances de démocratie participative, et c'était toujours les mêmes. On avait généré une catégorie de nouveaux professionnels de la politique, même pas élus et ne représentant donc qu'eux-mêmes. C'est le danger de la démocratie participative. Alors l'enseignement à tirer de cela, c'est que on peut mettre en place une démocratie participative à petite échelle, parce que les gens sont concernés par ces questions-là au quotidien. Donc, ils sont directement impliqués, mais dès que vous atteignez une certaine échelle, surtout pour les questions stratégiques, là, les gens s'y désintéressent parce que ce n'est plus, c'est hors de leurs compétences. Et donc pour cela, il faut des professionnels. Donc pourquoi pas instaurer un organe de contrôle Alors effectivement, vous ne pouvez pas par exemple faire de la planification économique à long terme et industrielle ou sur des questions de technologie de pointe ou autre. Il faut qu'il y ait des professionnels, des gens formés pour ça. Ce n'est pas notre cas, mais cela ne vous empêche pas, au contraire, de mettre en place, dans le cadre d'un nouveau régime, des organes de contrôle jugeant, donc avec des gens compétents et jugeant l'action de ces institutions pour éviter notamment que des intérêts privés s'emparent de l'industrie française et de la technologie nationale. Permets-moi de rebondir là-dessus. D'après l'ouvrage de Valérie Bugeaud, le premier épisode en fait, les collectifs d'intérêt qui peuvent être établis au niveau local peuvent monter en fait au niveau communauté de communes, département, voire région et pourquoi pas national. Ça nous permettrait par exemple d'avoir au ministère de la Santé des médecins, des chirurgiens et pas des représentants médicaux. On a, de par le bas, en fait, et au niveau de la méritocratie, si on peut dire comme ça, on pourrait tout à fait imaginer que les collectifs d'intérêt, donc que ce soit la santé, on a fait une vidéo là-dessus, on vous invite à la regarder, la santé, l'agriculture, la pêche, le transport, etc. On a des gens qui s'investissent de façon bénévole et en autogestion pour être force de proposition auprès du politique, avec une équipe, un représentant et une équipe. Tout ça sous le contrôle en fait d'une commission tirée au sort, dont le seul but serait de vérifier le bon arbitrage du politique entre les différents collectifs d'intérêt. Grosso modo, dans une collectivité rurale, pour que ça n'aille toujours pas sur les chasseurs et les agriculteurs. Que ça soit aussi par exemple l'instruction ou la santé avec les enfants, etc. Donc on aurait ce collectif tiré au sort, un peu comme des jurés d'assises, qui auraient les lettres de démission en fait, du politique signées en blanc. Alors on sait que le tribunal administratif ne le permettra jamais, mais en tout cas d'un point de vue symbolique, et puis si l'équipe politique est gilet jaune, ils peuvent complètement accepter de jouer ce jeu démocratique. Et ils auraient en fait cette bombe H qui serait le fait de remplir ces lettres de démission de l'équipe politique, s'ils arbitraient toujours du côté des mêmes. Donc on peut imaginer ça à un échelon régional, voire national, donc des professionnels du commerce, du transport, de la route, de l'agriculture, mais pas seulement ceux de la FNSEA rémunérés par les aides européennes. Là on te parle aussi des petits. Voilà, simplement pour préciser. Donc là, tu nous parlais finalement d'une sécession. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est une sécession du pays pour eux faire des villes-États à l'image de Singapour. Alors, en fait, ce que je vous disais, c'est qu'il faut éviter de tomber dans ce piège de la prochaine municipale, éviter dans le piège de la sécession et de dire nous, on va constituer notre société à la marge du pouvoir, des grandes villes, etc. Parce qu'il ne faut pas imaginer que c'est par ce moyen que vous allez réussir à faire pression sur l'État. Au contraire, il y a un mouvement sécessionniste par le haut qui se met en place. Alors, premièrement, quel est le résultat de la désertion de l'État de la France périphérique? Ça a des conséquences, et des conséquences extrêmement graves. Je vais vous donner des chiffres.
L'État, les services publics, donc pilotés par cette oligarchie, désertent la France périphérique. Selon la mutualité sociale agricole, MSA, en 2014, 18% des agriculteurs imposés au régime réel avaient des revenus équivalents à 354 euros par mois. 18% en 2014. En 2015, ils étaient 30%. Une hausse de 12% en un an. Vanik Berberian, président de l'Association des maires ruraux de France, a déclaré « Tandis que les services ont tendance à se réduire comme peau de chagrin, ce sont pas moins de 23 millions d'habitants que l'on prend pour des ânes. » Tandis que les grandes villes, donc plus de 500 000 habitants, dont Paris... Plus de 500 000 habitants, c'est ça? Plus de 500 000 habitants. Il y en a combien? 27 en France? J'ai pas le chiffre. Dont Paris, Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, Montpellier, Lille, Lyon, Grenoble et Marseille, où se concentrent en 2007, les cadres et professionnels intellectuels, concentrent également 46% de l'emploi. 46% de l'emploi. Et ont généré les 3/4 de la croissance française entre 2000 et 2010. Donc, pour eux, la sécession, c'est pas un problème. C'est la France périphérique qui pâtirait de cette sécession, et ça a déjà commencé, ils en pâtissent déjà. On est déjà en désert médical. Oui, bien sûr. Ça les arrangerait. Oui, ça les arrangerait. Donc, non, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Je vais vous donner un autre exemple. Les grandes villes se replient, comme l'explique Christophe Guilluy. À la suite du Brexit, il y a la bourgeoisie londonienne proposait en fait une sécession de Londres. En Californie, la même chose après l'élection de Donald Trump, la création, oui, effectivement, de cités-États à la Singapour. Paris. En février 2016, Anne Hidalgo, donc maire de la capitale, a présenté au vote du Conseil de Paris 3 vœux pour modifier le statut de la ville de Paris et en particulier en finir avec les tutelles qu'exerce encore l'État sur la ville. Je cite, « Je ne souhaite pas un statut d'exception, je veux être un maire de droit commun. » Le 16 février 2017, le projet de loi sur le statut de Paris a été promulgué par l'Assemblée nationale. Cette loi visait, administrative, à une nouvelle répartition des compétences entre l'État et la ville et au renforcement du rôle des maires d'arrondissement. Donc là, il y a un processus d'autonomisation des grandes villes. Et si... Voilà les amis, on reprend. On avait un petit problème de température avec le téléphone qui avait mal résisté à une charge de Baqueux, un dîner du CRIF. Non, c'était pas du CRIF, c'était un dîner du siècle. Voilà. À ne pas confondre, hein, ça n'a rien à voir. Voilà les amis, donc de retour. À quel moment ça a coupé? Juste la dernière seconde, voilà, sur le programme de Anne Hidalgo concernant Paris. Oui, alors donc je disais, le 16 février 2017, le projet de loi sur le statut de Paris a été promulgué par l'Assemblée nationale. Cette loi visait, elle a été promulguée, à une simplification administrative, à une nouvelle répartition des compétences entre l'État et la ville et au renforcement du rôle des maires d'arrondissement. Ça signifie aussi, entre autres, que le préfet aura de moins en moins de pouvoir sur la police dans la ville. Et alors là, ce sera vraiment officialisé. Vous aurez un maire, une bourgeoisie avec sa police qui empêchera en gros les gueux de déferler sur la capitale et de s'en prendre à cette bourgeoisie. C'est bien, ça montre une part de la France bourgeoise, de la France périphérique, c'est très bien, ça montre qu'ils sont déjà dans un réflexe de protection. Alors, ils sont sur la défensive, et donc ça nous amène à la conclusion, à savoir la stratégie à adopter. Je l'ai déjà dit et écrit par ailleurs. La solution ne se situe pas donc, dans cette sécession ou cette guerre civile. La solution, c'est l'alliance. Bon, pour résumer, une révolution, c'est quoi? C'est soit une élite qui manipule le peuple, soit une élite qui s'allie au peuple. Et aujourd'hui, cette élite, cette oligarchie, cette bourgeoisie est sur la défensive. Parce que depuis un an, donc maintenant si on fait le bilan, presque un an de Gilets jaunes, les Gilets jaunes ont gagné sur le plan culturel. À tel point qu'on voit la télévision LCI, qui n'est pas vraiment une télévision indépendante, ni publique, qui invite coup sur coup avec François Langlais, hein, qui était quand même jusqu'à il y a peu le porte-parole de l'idéologie dominante en ce qui concerne l'économie, à savoir promotion du libre-échangisme et autres. Invite coup sur coup Christophe Guilluy, le théoricien de la France périphérique, et Emmanuel Todd, celui qui défend depuis presque 20 ans
le protectionnisme économique. Ça veut dire que les thématiques de la France périphérique, portées par les Gilets jaunes, ont gagné. Ça y est, c'est un fait. Sur le plan culturel, c'est gagné. Maintenant, sur le plan politique, il faut que ça se concrétise. Et le seul moyen de concrétiser cela, c'est une alliance entre cette France périphérique, en tout cas ceux qui la représentent, avec une partie des élites qui, elle, n'est pas cosmopolite et internationaliste, mais est patriote et défend les intérêts du pays. Et qui aurait le bien commun en idée. Oui, de la défense du bien commun. Voilà, donc, en idéologie, le bien commun. Et exactement, c'est l'idée à promouvoir. Et évidemment, ils existent. Mais il faut leur faire comprendre qu'à terme, le salut de la France et leur salut à eux, c'est de se détacher de cette oligarchie qui est bancaire, financière, cosmopolite, et rejoindre le pays réel, s'éloigner du pays légal, revenir au pays réel, et remettre de l'ordre dans tout cela. Parce que si les Gilets jaunes restent en vase clos, entre guillemets, manifestent toutes les semaines, et se laissent manipuler, comme ça a commencé par les réseaux d'extrême gauche, l'extrême gauche a toujours vendu au peuple le grand soir qui n'arrive jamais. Comme Mélenchon, il pointe du doigt les élites tous dehors, mais c'est en fait... Attends, lui, grand maître franc-maçon, millionnaire, enfin bon... sénateur, voilà. En fait, c'est une rhétorique très perverse, c'est-à-dire pointer du doigt les élites sans les nommer pour protéger les élites. Or, il faut pointer du doigt les élites, les nommer et définir leurs fonctions. Qui fait quoi. Et l'extrême gauche, c'est ça son rôle. Bon, on a vu qu'ils ont réussi à faire pourrir le mouvement des Gilets jaunes, mais comme je vous l'ai dit, c'est comme un feu de tourbe. Les foyers existent toujours. Je ne suis pas d'accord. Honnêtement, sur pourrir le mouvement, il y a eu des tentatives d'infiltration, mais c'est bien clair, nous sommes partisans, syndiqués, mais politiques dans notre critique, dans nos exigences concernant la création monétaire, concernant la dette, etc. Et là, on ne les entend pas, en fait, les gars de la France Insoumise ou du NPA. Surtout pas critiquer les banquiers. Surtout rester à l'écume des choses. Je vais être plus précis. Les têtes de gondole des Gilets jaunes, en tout cas ceux qu'on nous a présentés comme les têtes de gondole des Gilets jaunes, les Flyriders, etc. On voit par exemple quelqu'un comme Flyrider qui n'a pas de formation politique, qui a été pris en main dès lors qu'il a commencé à parler de sionisme, de franc-maçonnerie et de réseaux pédophiles. Qui est-ce qui a surgi? Le petit avocat issu de la société du spectacle, du cinéma, Juan Branco. Dans un premier temps, il est devenu son avocat. Dans un second temps, il est carrément devenu son porte-parole jusqu'à l'éclipser. Et qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous dit moi, je suis là pour désamorcer le discours complotiste, anti-sioniste et anti-franc-maçon. Mais ce gars-là vient de l'oligarchie. Oui, il vient de l'élite oligarchique. Sur notre rond-point, on n'a jamais voté pour lui, ni pour Fly, ni pour les autres. Tout à fait. Le problème, c'est un problème de représentation. Aujourd'hui, ceux qu'on nous a présentés comme les représentants des Gilets jaunes ne sont pas représentatifs ni des Gilets jaunes, ni de la France périphérique. Et ce que je dis, c'est qu'il faudra à terme que les Gilets jaunes établissent une alliance avec de véritables représentants des Gilets jaunes pour défendre les intérêts de la France périphérique et ne pas se laisser piéger par ces réseaux d'extrême gauche dont c'est le métier. On doit quand même leur reconnaître ça, c'est qu'ils ont une expérience certaine dans la manipulation et ce qu'il faut faire maintenant, c'est passer sur les partis politiques et contourner les réseaux d'extrême gauche et mettre en avant les véritables préoccupations des Gilets jaunes et de la France périphérique qui n'a rien à voir avec la lutte contre le fascisme, ou contre l'antisémitisme, ou même contre le racisme. On est d'accord. Nous, sur notre rond-point, en tout cas à Montlhéry, je peux te dire qu'il n'y a pas de division droite, gauche, centre, etc. On sait très bien que c'est un jeu pervers de l'oligarchie qui est là pour diviser le peuple. Ça leur permet de gérer. Un peuple uni est invincible. Et tout ce qu'ils font, c'est diviser le peuple. Alors, les partis bourgeois, on savait, il y a un racisme de classe. En France, on est des sales pauvres, descendants, etc. Donc, mépris de classe, ok. Par contre, les partis de gauche, on est dans la merde parce qu'eux n'ont pas fait leur boulot. Eux ont été dans la négociation perpétuelle et les compromissions. Ils ont été des sociotraites.
comme les syndicats, parce qu'ils ont Ils trahi. sont même pas traîtres, ce sont des relais du pouvoir. Ils ont trahi la base. Ils ont trahi la base. Les structures nationales des syndicats ont trahi la base. Et on y en était. On a payé notre carte. Et eux se sont fait financer par l'Europe. Et eux se sont fait financer par le gouvernement, etc. Et on sait très bien toutes les magouilles et toutes les gamelles qu'ils ont fait au niveau des comités d'entreprise, EDF, etc. Donc, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Et on sait très bien qui sont les diviseurs et qui sont les ennemis. L'ennemi, c'est très simple, c'est l'oligarchie. Et après, les alliés de l'oligarchie, les idiots utiles de l'oligarchie. Il y en a qui sont relais de l'oligarchie. Bah voilà. Bah, c'est ceux qui essaient la division, qui essaient de semer les germes de la division à l'intérieur des Gilets jaunes. Et moi, je voulais te demander, tu parlais tout à l'heure d'une bataille que les Gilets jaunes ont gagnée. Est-ce que tu pourrais un peu nous reparler de ça? Alors, c'est ce que j'ai expliqué lors d'une conférence chez les Gilets jaunes du 06 cet été. Je parlais de guerre culturelle, de bataille culturelle qui a été gagnée. Et ce dont j'ai parlé, c'est, en somme, c'est quoi? Ce sont les thématiques auxquelles sont attachés les Français dans leur majorité. Ces thématiques ont pris le dessus sur les thématiques de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'il a été maintenant admis que le protectionnisme est une nécessité. Quand je dis protectionnisme, c'est protectionnisme économique, protectionnisme social et protectionnisme culturel. Et d'ailleurs, quoi qu'on en pense, c'est ce qui a fait gagner Donald Trump aux États-Unis en 2016. Il a gagné sur quoi? Il n'a pas gagné en séduisant la côte Est et la côte Ouest. Il a gagné parce qu'il a tenu un discours qui s'adressait à l'Amérique périphérique. Tout à fait. Et c'est l'Angleterre périphérique qui a voté pour le Brexit. Oui. Et c'est pareil pour toute l'Europe occidentale. Donc, les thématiques de la France périphérique ont gagné grâce aux Gilets jaunes. Voilà. Maintenant, comme le dit Christophe Guilluy, il faut que la France périphérique se trouve son champion ou ses champions pour que cette bataille culturelle ait un débouché politique. Et éviter donc la guerre civile, le conflit. Exact, c'est l'alternative. Si vous voulez éviter la sécession et la guerre civile, eh bien, vous devez établir cette alliance. Vous, les élites militaires, civiles, devez prendre en charge les intérêts de la France majoritaire. Donc en fait là, tu es en train de faire un appel aux élites civiles et militaires, celles qui ont le bien commun à cœur, de faire un pas vers ceux qui mouillent le maillot depuis 10 mois, 11 mois sur le terrain et qui travaillent pour le bien commun, de passer outre leur solidarité de classe, ce racisme de classe très français, hein, et d'aller faire un pas vers les Gilets jaunes et ceux qui tiennent le terrain. J'appelle ça une alliance transversale. Merci, force et honneur les amis. Ah, merci à vous. On lâche rien. Ah, à toi.